Bonjour, comme tous les architectes, vous aimeriez avoir des clients en nombre suffisant, des clients qui vous écoutent, de manière à ce que vous puissiez faire la meilleure architecture possible. Vous aimeriez avoir des honoraires corrects et surtout aussi des honoraires réguliers, de façon à ce que ça ne soit pas l'aventure perpétuellement, le brouillard, pour avoir une visibilité financière. Vous voudriez ne pas vous heurter trop souvent à des programmes et des budgets incompatibles, ce qui est un serpent de mer chez les architectes. Vous voudriez travailler avec des entreprises, des artisans compétents, fiables, sérieux, sur qui on peut compter. Mais les clients ne connaissent pas le rôle de l'architecte, ils ne savent pas son utilité, ils ne savent même pas trop d'ailleurs comment ça fonctionne un architecte la plupart du temps. Et donc ils n'ont pas le réflexe de venir vous voir. Quand vous avez un client, il a des idées qui sont les siennes et qui tentent trop souvent de nous les imposer. Ces idées sont rarement les bonnes, on le sait. Et le client également a tendance à vouloir négocier nos honoraires parce que tout simplement il ne comprend pas la valeur de ce qu'on va lui apporter. Et il choisit là aussi trop souvent des artisans sur le critère du prix. Les moins chers des moins chers, on le sait, ce ne sont pas les meilleurs. Et nous, on doit à ce moment-là faire avec. Tout cela est anormal, mais ce n'est pas une fatalité. Comme tous les architectes, j'ai moi-même été confronté à ces problèmes quand j'ai commencé, quand je me suis installé, et j'ai trouvé ça absolument détestable. Je ne voulais pas, je n'aimais pas du tout être en concurrence avec je ne sais combien d'agences dans des marchés publics. C'est peut-être un peu de vanité de ma part, j'en sais rien, mais c'est quand même, j'aime bien qu'on me choisisse parce que c'est moi, tout simplement, hein, et non pas sur des critères abstraits, souvent complètement artificiels. Je n'ai pas aimé travailler pour les promoteurs immobiliers parce qu'ils nous considèrent comme étant leurs sous-traitants. Eux prennent le rôle de donneur d'ordre, un mot que je trouve horrible pour désigner un client. Celui qui donne des ordres, on le sait, c'est l'architecte, c'est comme ça que ça doit se passer. Et si on accepte la niche des marchés publics et la niche des promoteurs, tout le reste, on se heurte à ces problèmes de méconnaissance, d'incompréhension. J'ai cherché vraiment à trouver quelle est la solution pour ne pas passer toute ma vie avec ces contraintes récurrentes, perpétuelles. J'ai cherché des solutions, j'ai même tenté une expérience, je suis passé à la concurrence si je puis dire, puisque je me suis inscrit à l'association toute jeune à l'époque des architectes bâtisseurs, qui est en fait une association de constructeurs. Bon, je me suis rendu compte très vite que c'est une impasse, que ce n'est pas en tout cas un métier d'architecte, rien à voir. Et donc j'ai arrêté l'expérience rapidement. Et retour à la case départ, que peut-on faire? J'ai repéré des anomalies dans notre façon de faire, des choses qui ne conviennent pas et qu'il fallait modifier. Je me suis rendu compte qu'en fait, nous partons sur de mauvaises bases dès le départ et qu'il est à peu près impossible par la suite de rectifier le tir. J'ai donc mis au point une méthode qui permet de mieux correspondre à l'ère du temps, à notre société, qui correspond aux usages, aux habitudes des uns et des autres, de façon à être en phase, en concordance avec nos clients et avec les entreprises. En réfléchissant à ce qu'il fallait faire, je me suis rendu compte que nous étions en réalité sur une mauvaise base, que nous partons sur des mauvais principes et qu'il fallait donc remettre à plat cette chose-là. J'ai effectué des réglages, des modifications, j'ai même inversé certaines valeurs de façon à ce que ça fonctionne, de façon pragmatique, concrète.
Cette méthode, je l'ai améliorée, peaufinée au fil du temps, bien entendu. C'est celle qu'utilise actuellement l'association des architectes d'aujourd'hui, créée il y a quelques années. Alors, quelle est-elle, cette réalité? Il faut partir d'un fait qui semble évident, et me semble-t-il que notre profession a oublié, c'est que le métier d'architecte ne peut pas se faire seul. Nous sommes contraints, on ne peut pas faire autrement, de travailler en coopération. En coopération avec les clients d'un côté et en coopération avec les entreprises de l'autre. Nous ne sommes pas un métier, comme la plupart des métiers d'ailleurs, où nous travaillons seuls, où nous assumons nous-mêmes notre production. C'est ainsi que travaillent les géomètres, c'est ainsi que travaillent les vétérinaires, enfin toutes les professions que l'on peut imaginer. Nous, ce n'est pas possible. On ne peut pas être comme un artiste dans son grenier qui crée qui écrit de la musique ou qui peint sans client, sans rien, il peut toujours être actif. Nous, c'est impossible. On ne peut agir qu'en coopération avec d'autres. Et donc, il faut que ces deux façons de faire, avec les clients et avec les entreprises, soient adaptées aux clients et aux entreprises. Ça a l'air évident comme ça, j'ai l'impression d'ouvrir des portes ouvertes, mais c'est d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'est ça qui sert de base, de socle à notre métier. Alors, avec les clients, il ne faut pas considérer le client comme étant un maître d'ouvrage. D'abord, il ne sait pas ce que c'est. Et ensuite, celui qui est à la tête de l'opération, le décideur, c'est l'architecte. Nous devons être les patrons de l'opération, si l'on veut que ça fonctionne. C'est le professionnel qui tient la barre et qui dit à son client ce qu'il faut faire. Qu'on soit médecin, notaire, avocat ou architecte. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une attitude donc très directive. Et avec les entreprises, nous devons instaurer un partenariat. Il se trouve que, de fait, quand on y réfléchit, nous sommes associés avec les entreprises le temps d'un chantier. Pas juridiquement, bien entendu, mais de fait, nous œuvrons à la fabrication du même bâtiment, de la même œuvre, avec les artisans, avec les entreprises. Et donc là, on doit être actif dès le départ, notamment dans le choix des entreprises. Il faut avoir créé des partenariats. Je suis désolé, mais moi je ne m'associe pas avec n'importe qui, notamment professionnellement. Je précise tout de suite, et pour que ça soit bien clair, que la dépendance de l'architecte est tabou, c'est un préalable incontournable. C'est même ce qui fait le métier d'architecte. Nous ne sommes architectes que parce que nous sommes indépendants. Donc ça, c'est absolument, totalement préservé. Mais nous devons tenir compte de cette réalité, de travailler en coopération avec des entreprises. Il nous faut également avoir des compétences complémentaires à notre formation initiale. On y est passé, on le sait, l'école d'architecture ne forme pas concrètement, de manière efficace, des professionnels opérationnels. C'est une école d'architecture, ce n'est pas une école d'architecte. Et enfin, il nous faut des outils opérationnels adaptés, des outils de qualité. Qu'importe si on a un savoir complet, si on n'a pas les bons outils. Ces compétences, on doit les avoir dans 3 domaines. On doit avoir des compétences psychologiques en relation client. On n'a pas dû beaucoup vous parler de psychologie à l'école d'architecture. Une relation client est basée évidemment sur la confiance. Il faut que le client nous fasse confiance pour qu'on puisse travailler correctement. Et cette confiance, ça se bâtit. Il y a des méthodes pour ça. Et ça s'apprend, tout s'apprend. Nos concurrents, par exemple les contractants généraux, utilisent ces méthodes. Il n'y a pas de raison que nous, on ne l'utilise pas et qu'on leur laisse le champ libre en la matière. On doit également avoir des compétences juridiques et pratiques, un savoir-faire, le savoir-faire au quotidien.
avec un éclairage juridique, puisque nous sommes des juristes. Peu d'architectes le savent, la loi nous considère comme étant les juristes de l'opération. Et c'est même au-delà, celui qui est le juriste, celui qui dit le droit dans une opération, a le pouvoir. Le décideur final, c'est celui qui dit le droit. Donc il est très important d'avoir cette maîtrise. Et également, il faut nous protéger. C'est un métier à haut risque. Les mises en cause peuvent être à chaque coin de chantier, si je puis dire. Et donc, il faut pouvoir les connaître, les anticiper pour nous protéger. Et enfin, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, il faut des compétences techniques, disons une compétence technique de base. Il ne s'agit pas de tout savoir. D'abord, c'est illusoire, on n'y arrive pas, personne ne le peut. Mais il faut avoir un socle solide, sérieux. Il faut savoir jusqu'où on doit avoir des compétences et où il n'est pas utile, voire peut-être dangereux, d'aller et de mettre les pieds. Enfin, avec ces compétences, il faut aussi avoir des outils. Sans outils de qualité, sans outils adaptés, on ne pourra pas être efficace. Je vous présenterai plus en détail cette méthode et surtout ces outils. Mais avant, j'aimerais vous dire ma motivation. Je suppose qu'on est tous dans le même cas. Quand on s'est inscrit à l'école d'architecture, on avait une image du métier d'architecte qui n'est pas celle vraiment qu'on a découverte quand on a commencé à exercer. Si nous pouvions exercer notre métier tel qu'il devrait être, on ferait une bien meilleure architecture, on aurait les moyens de contexte de faire une bien meilleure architecture et on pourrait en vivre bien. Alors, quand je dis en vivre bien, je ne parle pas que de rémunération, même si c'est important, bien entendu. Mais je parle aussi de la satisfaction, du plaisir à être architecte. C'est aussi important dans un métier que de pouvoir s'y épanouir. Et puis, nous avons un rôle social. L'architecture est d'intérêt public. Et nous devons d'être présents dans notre société, de retenir notre rôle. Cette méthode repose sur 3 piliers, il y a 3 volets. Donc le premier volet, la relation client, permet d'instaurer dès le départ, avant contrat, un positionnement de l'architecte comme étant le professionnel qui dicte au client ce qu'il doit faire, qui va être lui l'architecte, le donneur d'ordre, et surtout pas le client. Pour ça, il faut être directif, il faut savoir comprendre et surtout, bien sûr, convaincre le client pour signer des contrats adaptés. Au-delà du savoir-faire, il y a donc des outils qui sont le dossier d'opération, qui est un outil que j'ai inventé, et qui est une aide pour instaurer cette relation client et pour inspirer confiance au client, qui permet d'aboutir au contrat. Et il y a bien sûr le contrat d'architecte lui-même, qui est un contrat adapté plié en deux. Ce n'est pas une usine à gaz. Il est protecteur juridiquement pour l'architecte. Il mentionne des honoraires corrects, suffisants, avec une façon de pouvoir les faire accepter au client, de manière à ce que ce ne soit pas la préoccupation du client de négocier quoi que ce soit. Il résout l'inadéquation budget-programme. Il est efficace. Le second volet, le second pilier, je l'appelle pratique, juridique et pratique, parce que c'est mon retour d'expérience. Depuis la signature du contrat d'architecte jusqu'à la levée des réserves, comment on fait en pratique tout au long de ce déroulé. Nous voyons les documents qu'il faut établir, alors, les esquisses, l'autorisation d'urbanisme, les notions juridiques de l'autorisation d'urbanisme, qu'est-ce qu'une servitude par exemple, les marchés d'entreprise, que mettons dans les marchés d'entreprise, que n'y mettons pas. Par exemple, il vaut beaucoup mieux de ne pas mettre les devis dans les marchés d'entreprise. Il y aura la gestion financière, les certificats de paiement, les tableaux récapitulatifs. Il y aura la gestion juridique, par exemple les avenants, les modifications, faire agréer, comment fait-on agréer des sous-traitants, quelles sont les clauses qu'il faut prévoir, qui sont indispensables, qui sont même obligatoires. La gestion du chantier, cette espèce de ménage à trois
client, architecte, entreprise, comment tout ça, ça s'organise, comment ça fonctionne, etc. Jusqu'à la réception des travaux, qui est un acte essentiel, qui va bien au-delà d'une simple liste de réserve, bien entendu, et qui marque la fin de l'opération, la fin des engagements pour les entreprises comme pour l'architecte, sous réserve bien sûr des levées de réserve et des garanties. Dans cette maîtrise d'œuvre, si on a le bon contexte, les bons engagements, les bons réglages, si je puis dire, nous pourrons être vraiment à la tête de l'opération. Et c'est comme ça, c'est ainsi qu'une bonne maîtrise d'œuvre se déroule. On y voit aussi la gestion des sinistres, la gestion des contentieux. Dans le bâtiment, il y a des contentieux. Il y a beaucoup d'argent en jeu, donc il y a des contentieux, il ne faut pas faire l'autruche. On y voit par exemple les résiliations du contrat d'architecte. Comment fait-on? L'architecte, ce n'est pas le bagne. On n'est pas obligé, tenu d'aller jusqu'au bout et de subir ce que l'on ne doit pas subir. Mais il faut savoir juridiquement ne pas faire de faux pas quand on résilie. Et puis, eh bien, quand on ne peut pas se mettre d'accord, par exemple, un client vous doit de l'argent, il n'y a pas de raison d'accepter, même une petite somme. Il y a les contentieux judiciaires. Comment on gagne un contentieux judiciaire? C'est pas si simple que ça. En tout cas, ce n'est pas le job seul de l'avocat. L'architecte a largement au moins la moitié du travail à faire. Ça se gagne, à mon avis, 50% l'architecte, 50% l'avocat. Et enfin, troisième pilier, troisième volet, le volet technique. Il faut avoir une base solide et il faut savoir gérer la technique. Jusqu'où doit-on aller? Jusqu'où ne doit-on pas aller? Où ne doit-on pas mettre les pieds? Quelles sont les relations avec les entreprises et les bureaux d'études pour ça? On va, de manière très concrète, prendre un bâtiment, simple mais pas simpliste, et on va le décortiquer. On va voir les plans techniques, on va voir le métré, le chiffrage, on va voir le descriptif, le CCAP complet, on va voir le planning qui a des particularités de manière à être suffisamment dense pour que les artisans, les entreprises ne s'éparpillent pas partout et travaillent, mais avec des marges de sécurité intégrées qui permettent qu'il n'y ait pas de retard au final parce que les clients n'aiment pas ça tout simplement. Et on va voir aussi des checklists de préparation du chantier, à quoi il faut penser, et de checklists de vérification sur le chantier. Ces trois parties se concrétisent par trois formations de 14 heures chacune, qui correspondent au temps de formation structurée obligatoire des architectes. On peut les suivre de façon tout à fait indépendante, on n'est pas obligé de suivre les trois. On n'est même pas obligé de suivre le bon ordre, même si ça me semble plutôt logique de respecter cette chronologie. Ce sont des formations pour des professionnels, c'est-à-dire que c'est une méthode appliquée, avec des exemples, des exercices, des documents. Notamment dans la formation juridique et pratique, il y aura tous les documents utiles à l'architecte qui permettent d'avoir les bons outils pour pouvoir travailler. Je précise un point important, les deux sessions juridiques et pratiques et techniques sont limitées à 15 participants et la session relation client est limitée à 12 participants. Parce qu'il faut que l'on ait le temps de faire des exercices nombreux, des mises en situation, des jeux de rôle, et en même temps de pouvoir les corriger pendant la formation. Ce sont des formations qui sont orientées sur la pratique, le savoir-faire concrètement pour les architectes. Je suis obligé, vous le comprenez, de prendre les inscriptions dans l'ordre dans lequel je reçois les dossiers complets. Pour s'inscrire, on va sur le site www.espagno-formation au pluriel.com. On arrive sur cette page
Vous pouvez regarder les témoignages et les petites vidéos. C'est pas interdit. On descend, on descend. Là, je présente le contenu des 3 sessions et les 3 programmes, chacun pour une session. Vous choisissez l'information qui vous intéresse, par exemple relation client, vous cliquez et vous avez le programme. Il vous servira pour joindre à votre dossier de demande de prise en charge, par exemple par le FIFPL. Ensuite, vous descendez, vous descendez, vous descendez et vous choisissez une programmation, une session. Eh bien, par exemple, donc relation client, mettons celle-ci du 12 au 15 avril. Vous cliquez sur la convention d'inscription que vous avez ici. Vous l'imprimez, vous la remplissez, soit en PDF, soit en version papier, vous la signez, et vous avez ainsi la convention d'inscription. Pour s'inscrire, on continue à descendre, choisir une formation, imprimer la convention d'inscription, joindre un chèque à l'ordre de Jean-François Espagnaud à mon adresse. Je vous confirmerai avoir bien reçu votre inscription. Si vous ne recevez rien, vous m'envoyez un petit mail de rappel. Peut-être que je ne l'ai pas reçu du tout. Et vous avez avec la convention d'inscription et le programme de quoi constituer votre dossier de prise en charge, soit le FIFPL, soit l'OPCA. Pour le FIFPL, j'ai fait ici un petit guide qui vous permettra de, pas à pas, tout simplement, si c'est la première fois que vous faites le dossier, de vous y retrouver. Le prix, 500 € hors taxe, 600 € TTC, 2 jours en présentiel, 2 jours consécutifs ou 4 demi-journées à distance par Zoom. Si vous préférez payer par virement, ici, il y a mon RIB, vous cliquez dessus et vous obtenez mon RIB, que voilà. Les chèques ne sont pas encaissés avant la formation et important, en cas de difficulté de trésorerie, ce qui arrive dans ce métier d'architecte où on a des rentrées d'argent très, très irrégulières, vous pouvez demander de différer l'encaissement du chèque en attente du remboursement par votre organisme financeur, limité à 3 mois. Et dans ce cas, il est indispensable d'écrire au dos et en haut du chèque « Attendre remboursement ». Si vous ne le faites pas, j'encaisserai sûrement le chèque. Mais comme si c'est marqué au dos, je ne peux pas le rater, je ne peux pas l'encaisser par erreur, c'est impossible. D'autres informations générales, voilà, Datadoc certifié. Voilà comment ça se passe. En attendant de vous inscrire, vous remettez à plus tard les possibilités de trouver des clients, de signer des contrats correctement rémunérateurs. Vous risquez de faire des faux pas juridiques, vous risquez de faire des erreurs techniques et vous n'aurez pas les clés pour exercer une maîtrise d'œuvre adaptée à la mentalité actuelle pour exercer au mieux notre métier. Et maintenant, vous pourrez voir de brefs témoignages d'architectes qui ont suivi ces formations pour voir ce qu'ils en pensent. Au plaisir de vous voir bientôt dans une ou plusieurs de mes formations. À l'époque, on devait être aux alentours de 12% pour une maison à 300 000 € et aujourd'hui, on est à 14,86, pratiquement 15%. Ça ne freine absolument pas le client. En fait, l'argument vis-à-vis du client aujourd'hui, c'est pas de dire qu'on est le moins cher, c'est de leur dire qu'on est les meilleurs. Voilà. À partir du moment qu'on est capable de l'assumer vis-à-vis du client, et ça le met en confiance. Il est moins sur la réserve. Il va plus nous faire confiance et on a les mains plus libres après pendant le chantier. Il y a beaucoup moins de problèmes à gérer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un chantier, la majeure partie des choses qu'on a à gérer, ça reste le stress du client. Cette formation nous a permis de développer notre clientèle. C'est-à-dire qu'on est passé d'une pénible 20% de retours positifs après les contacts à 50-60% de retours positifs après un premier contact.
Ça nous a permis donc de perdre moins d'énergie dans les prises de rendez-vous et d'être plus efficace pour avoir plus de temps pour faire notre travail d'archi. L'expérience qu'on a eue avant de travailler avec le contrat type, c'était le contrat de l'ordre qui nous a malheureusement amené à un gros litige avec un client, une affaire à 14 000 €, qui nous a traîné pendant pratiquement 3 ans. Et suite à ça, donc on a utilisé le contrat de la formation et nous avons proposé à des clients spontanément, voilà, on venait d'être en contact pour une très grosse maison et ils ont préféré prendre le contrat des archives d'aujourd'hui parce qu'ils l'ont trouvé plus sûr, ils étaient plus rassurés qu'avec le contrat de l'ordre. Alors, ce qui est intéressant avec le contrat, c'est qu'on a un tableau qui donne le montant des honoraires et pour le client, il est clair que ce n'est pas négociable, c'est déjà écrit, ça doit se passer comme ça. Donc, on a beaucoup moins de demandes de négociation et ceux qui essayent de négocier comprennent tout de suite que voilà, c'est compris d'avance. Il n'y a pas... Donc, ça nous permet d'avoir des honoraires plus confortables. Et le client signe plus facilement et nous, on gagne mieux notre... À l'usage, après avoir utilisé le tableau de type, j'ai même encore augmenté le montant de la rémunération. Et donc, il n'y a pas de problème pour les clients. Et donc, au final, ça nous a aidé à développer notre agence. C'est-à-dire qu'on n'était que 2 et aujourd'hui, on a 2 salariés, plus une secrétaire qui vient en temps partiel. Donc, on a eu un développement assez important de la structure à partir du moment où on s'est mis à fond avec cette démarche. Super, c'est qu'en fait, j'en ai plus. Je n'ai plus de procès. J'ai plus jamais eu de procès. Et même, par exemple, sur la gestion des sinistres, on est beaucoup plus zen. On est beaucoup plus carré dans l'approche avec l'expert. On sent qu'il n'est pas là contre nous. En fait, il est juste là pour qu'on lui apporte des billes. Mais globalement, par chance, on n'a jamais eu vraiment de gros sinistres. Hein. C'est des douches qui fuient, des choses comme ça. Mais le fait d'avoir une bonne connaissance du système où on en est, on n'a pas peur. Le fait de ne pas avoir peur aussi, c'est beaucoup plus reposant. Parce qu'on doit gérer le stress du client, mais aussi quand on a son propre stress qui se surajoute, c'est là qu'on arrive à des burn-out. Là, non, on est zen. Puis il y a également sur la formation juridique et pratique, où on a beaucoup appris sur la gestion du client, tout simplement. Finalement, la gestion juridique, c'est aussi savoir gérer son client, ses débordements, comment savoir bien le recadrer, lui rappeler que c'est l'architecte qui dirige et que lui, il est là pour agir en tant que client et pas en tant que maître du projet. C'est la chose qu'il faut le plus éviter. Donc, avec ce mode de contractualisation, le fait qu'on soit engagé dès le départ sans avoir à faire d'esquisse, ça c'est un point important, de ne plus faire d'esquisse, mais de faire directement sa mission. On n'est pas dans une phase de séduction du client. La phase de séduction du client, en fait, c'est plus la phase juste avant contractualisation. Et à partir du moment où on a contractualisé, on n'est pas là pour faire plaisir, on est là pour faire notre job et on est vraiment concentré sur faire ça bien. C'est beaucoup plus zen pour nous. Et le client entend mieux aussi les choses. Ce qui nous a beaucoup apporté, c'est la simplicité et la précision du contrat, de ton contrat. Alors, on l'utilise maintenant, on l'a appliqué plusieurs fois depuis que tu nous l'as fourni. Et les clients, ils ne posent pas de questions. Avant, on avait systématiquement des questions. Ils sont plus longs déjà, les contrats de l'ordre, même simplifiés, même élagués. Et là, on n'a plus aucune question. C'est clair pour eux et pour nous. Et au niveau honoraire, du coup, on a affiché les honoraires à l'agence, ce qu'on n'avait pas fait. On avait mis le petit pourcentage indiqué, mais c'était en tout petit sur une feuille A4 pliée dans un coin de la salle de réunion. Maintenant, c'est affiché en plein milieu de la salle de réunion et les gens, ils le voient quand ils arrivent. Il y a plus de tabou à ce niveau-là. Et donc, nous, ça nous permet d'être au clair. Ils ne posent pas la question combien vos honoraires coûtent, ils le voient quand ils arrivent. Donc, on passe à autre chose.
on passe à autre chose, on rentre sur leur projet et si le taux d'honoraire ne leur convient pas, ben, le tri il est fait, quoi. On n'a pas besoin de batailler, de négocier, d'être conciliant, on n'est pas là pour ça. Et donc, forcément, on est arrivé à une valorisation des honoraires. Ça, on a eu le cas concret là, pour un projet de 221 000 € hors taxe travaux, on était à 34 000 € d'honoraires, soit un peu plus de 15%, ce qu'on n'avait jamais fait avant. C'est passé sans négociation, sans discussion, sans question. Voilà. Donc ça, c'est très, très, très positif. En fait, bon, pas mal de choses, mais il y avait la question du contrat, je pense, est très importante, puisque la manière dont le contrat est décrit fait que ça permet une certaine flexibilité sur certains points, comme par exemple quand on dit qu'il ne faut pas définir le programme dans le contrat. C'est vrai que ça fait beaucoup de sens, puisque le programme évolue souvent dans des projets. Donc après, finalement, le projet n'est pas équivalent à ce qui est écrit dans le contrat. Et puis après, il y a effectivement la question des honoraires où, avec ce tableau de barème qui permet d'avoir une linéarité dans l'augmentation des honoraires selon la complexité et la taille, ça fait beaucoup plus de sens pour nous, mais aussi pour le client. Ça lui permet de comprendre qu'un projet plus petit évidemment, et qu'un projet plus complexe coûte plus cher qu'un projet plus grand et un projet moins complexe. L'histoire de barème nous permet aussi d'avoir une base scientifique. Et effectivement, j'ai aussi augmenté mes honoraires. D'ailleurs, on appelle plus ça honoraire, maintenant on appelle ça rémunération. Je parle souvent des honoraires de l'ingénieur et de la rémunération de l'architecte dans mes estimations budgétaires pour mes clients. Et j'ai augmenté de 12 à 17 pour des petits projets. Et en fait, je réutilise le tableau de barème que vous avez fait, qui est très bien, qui fait beaucoup de sens. Et donc j'ai signé plusieurs contrats depuis avec ce barème-là. Et c'est vrai que quand je fais mes coûts d'agence par projet, en fait, ce barème-là est très juste par rapport pour que je m'en sorte financièrement. Donc, il y a un certain réalisme dans cette estimation d'honoraires que j'ai comparé à plusieurs projets et qui est vraiment justifié. Donc, on n'est vraiment pas dans l'exagération ici. Oui, il y a autre chose que j'avais déjà commencé à faire un peu avant, mais dont on a aussi parlé dans le contrat et qui aussi est justifié, c'est la question de demander un acompte. Moi, j'ai mis 10%, donc acompte à la signature du contrat, qui permet de vraiment valider le projet. Donc, ce n'est pas la signature du contrat qui valide le projet en interne. Chez nous, c'est la réception de l'acompte. Et à partir de ce moment-là, je fais ma réunion avec mes équipes pour commencer le projet, pas avant. Une autre chose que j'ai aussi appris, c'est la question du travail gratuit en amont pour un potentiel client. La question de l'esquisse gratuite. J'avais remarqué en pratique, en ayant fait peut-être sur mes 3 ans d'avoir l'agence, 3 esquisses gratuites, j'ai jamais eu le projet. Et effectivement, le fait que dans la formation, on conscientise le rôle d'un travail par rapport à sa rémunération et le respect qu'a un certain travail quand il est rémunéré et le non-respect qu'un client pourrait avoir pour un travail qui est non rémunéré, même avec toute leur bonne volonté que c'est quelque chose d'humain. En fait, le fait de conscientiser ça nous permet aussi à nous de nous dire effectivement non, on doit être catégorique là-dessus. On n'acceptera jamais de faire une esquisse non rémunérée. Un client qui veut qu'un architecte travaille sans être payé ne sera pas un bon client. Et donc, autant filtrer et en là dès le début, afin d'éviter les problèmes par la suite. Après, il y a quelque chose d'autre de la formation que moi j'avais beaucoup apprécié, c'était la répartition entre la théorie, on va dire, même si la manière dont la formation est donnée, c'est clairement pas un cours magistral, c'est beaucoup plus fluide.
Ça, c'est quelque chose que j'avais apprécié, mais c'était aussi la relation entre la partie qui est plus comme un cours et puis la partie qui est plus comme une série de workshops. Et ça, j'avais beaucoup apprécié les petits jeux de rôle qu'on avait pendant la formation. La première formation, la relation client, c'est celle qui m'a vraiment apporté le plus dans la manière d'aborder les gens et de me présenter, tout simplement. Je pense que cette formation, en fait, elle devrait être obligatoire pour toute personne qui veut, tout architecte qui veut s'installer. Je me rappelle toujours de la première heure où je suis rentrée en école d'architecture, où le professeur architecte qui nous avait reçus nous dit « Ici, vous êtes là pour apprendre l'architecture, on ne vous apprend pas le métier d'architecte. » Alors, quand on a 18 ans, on est super content de rentrer en école d'archi, on ne mesure absolument pas ce que signifie cette phrase. On la met dans un coin de la tête et elle y reste pendant toute la durée des études. Le jour où on commence à travailler, et qui plus est à son compte, cette phrase, elle ressurgit comme un boomerang et là, on se dit, mais oui, le métier d'architecte, en fait, on ne le connaît pas. On n'a pas appris comment on aborde un client, comment on parle d'honoraires, de rémunération. On n'a pas appris à parler d'argent, tout simplement, alors que le client, il va nous confier 100, 200, 300, 500 000 euros. Il va nous confier tout cet argent. Donc, pour lui, ça lui met un gros état de stress. Et nous, on ne s'en rend même pas compte, en fait. Donc, la formation, eh bien, déjà, elle a mis le doigt là-dessus. C'est qu'on va, il faut apprendre à déstresser le client, à le mettre en confiance, puisqu'effectivement, pour lui, il nous confie beaucoup d'argent. Pour lui, c'est 20 ans d'économie, c'est 20 ans de travail, donc ce n'est pas à prendre à la légère. La gestion, enfin, de toute la partie chantier, artisan, pareil, qu'à l'école, on n'aborde pas du tout. C'est la réalité. Et pourtant, si on met en place des outils simples, eh bien, vraiment, ça améliore le phasage du chantier, le déroulement du chantier, tout simplement. Donc, c'est vraiment la formation, moi, qui m'a le plus apporté pour aborder toutes ces questions-là. En fait, elle m'a appris à mettre des outils. Jean-François nous met en place des outils d'une extrême simplicité, mais qui changent tout. Ça passe, par exemple, par le fait de présenter son travail dans un classeur. Je l'ai appliqué, moi, en suivant la formation, et ça va changer la vie. C'est-à-dire que le client, il fait appel à nous, mais il ne sait pas comment ça se passe, l'acte de construire. Pour nous, c'est évident, on fait ça tous les jours. Pour lui, il ne sait pas. Il est perdu entre le géomètre, l'architecte, le terrain, le prêt, les travaux, les artisans. Il ne sait pas où il va. Le fait de présenter ça dans un classeur avec tous les phasages, on lui explique tranquillement, voilà, au départ, il va se passer ça, 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 etc., jusqu'à la réception. Eh bien, à l'issue du rendez-vous, moi, je me suis rendu compte que les clients, ils sont détendus et ils sont heureux, tout simplement, et ils savent où ils vont aller avec moi. Ils savent comment ça va se passer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'après cette présentation, eh bien, le client, il signe dans 90% des cas, alors qu'avant, j'avais toujours du mal à faire signer le contrat. Là, dans 90% des cas, vraiment, le client, il repart, il est enthousiaste et il signe avec moi. Et les 10% qui restent, ben, ce n'est pas grave, c'est que ben, soit je ne leur ai pas plu parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, je ne veux pas perdre du temps avec eux. Et ça, déjà, voilà, 90% des contrats signés, moins de perte de temps, rien que ça, au quotidien, ça m'a apporté beaucoup. Et l'autre phénomène aussi, c'est qu'on se rend compte qu'à travers la mise en place de ce classeur, on sait se présenter, on sait valoriser notre travail, parce qu'effectivement, notre travail, il a une qualité et c'est la meilleure solution pour bâtir pour le client. Et ça m'a permis aussi de relever le montant de mes honoraires, clairement, parce que j'ai su valoriser mon travail d'environ 30% sur les... Alors moi, je travaille beaucoup avec le particulier. Sur les honoraires particuliers, environ 30%. J'étais à 10, 11%. Je suis plutôt passée à 13, 14 en moyenne sur les missions. La juridique pratique, elle est fondamentale aussi, mais surtout dans la gestion de litiges, parce qu'on ne s'en rend pas compte.
parce qu'on est tellement pris dans notre travail, on ne se rend pas compte que des fois, il faut aussi savoir se protéger surtout, parce qu'au moindre problème, ben, tout le monde va se servir de nous comme paillasson, hein. Le client, les artisans, etc. Tout le monde va essayer direct de rejeter la faute sur l'architecte, hein. C'est tellement pratique, hein. Sauf que non, on n'est pas responsable de tout et qu'il faut savoir se préserver au maximum. Et effectivement, la mise en place là aussi de documents, de mails, pour toujours se protéger, il faut arriver à rentrer dans ce mécanisme systématique de tout faire valider par le client, etc., pour se protéger. Parce que sinon, voilà, tout le monde a tendance à tout nous mettre sur les épaules et on n'est pas responsable de tout. On n'est pas des super-héros. On n'est pas mieux sachant qu'un électricien dans son métier, un maçon dans son métier. Notre métier, c'est architecte. Voilà, chacun doit mener à sa responsabilité dans l'élaboration d'un projet. Donc, il faut savoir, en fait, il faut arriver à se délester de tout ça et à mettre tout le monde en face de la responsabilité, et notamment les clients aussi, qui ont leur rôle à jouer, quoi. Donc, tout n'est pas la faute de l'architecte. Et c'est ça, c'est apprendre à se protéger tout simplement. La troisième sur le chantier, oui, c'est plus au travers, là aussi, des outils que j'ai mis en place, hein, notamment la réalisation d'un grand cahier format A3. Alors c'est vrai qu'avant, je me trimballais avec mes classeurs, sauf que c'est encombrant, etc. Là, Jean-François nous a montré un exemple de ce qu'il fait. On achète un portfolio A3, on met tous les plans techniques de la maison, par exemple, plan de cuisine, plan réseau, plan de toiture, etc., etc. Et on se trimballe sur nos chantiers avec ce grand fascicule. On a toujours les éléments avec nous. Et quand on voit le client sur le chantier, ben, ça fait pro, quoi. On arrive, on a tout ce qu'il faut avec nous. Le client peut nous poser une question, on est capable de lui répondre de suite. C'est pas « attendez, je vais regarder en revenant au bureau ». On répond de suite. J'ai mis en place aussi l'affichage sur les chantiers. Ça aussi, c'est génial. C'est-à-dire que une fois que les menuiseries sont posées, sur les baies vitrées, je colle tous les plans que je plastifie, tous les plans, tous les éléments, plans techniques, etc. Et ça aussi, alors les artisans, dès que j'ai fait ça, waouh, ils étaient épatés, parce que là, c'est pareil. On se rend compte que des fois, quand on passe sur le chantier, l'électricien, il va attaquer les réseaux de la cuisine. Alors, le plan de la cuisine, on lui a envoyé, hein. On lui a envoyé bien en amont, mais forcément, sur le chantier, il ne l'a pas. Donc, ben, quand on l'affiche, ben, les questions de la cuisine, ben, tiens, tu les as là, la prise, elle est à tel endroit, etc. Ça simplifie la vie de tout le monde sur le chantier. Et par rapport au client, lorsqu'il arrive sur son chantier, qu'il voit tous les plans affichés, les numéros des artisans, les numéros de secours s'il y a besoin, etc., ben, ça fait pro, quoi. Donc, ça le conforte et ça le rassure encore. Il le ressent comme, voilà, il travaille avec quelqu'un de sérieux et où il y a toutes les informations pour les clients, pour les artisans sur place. Donc, ben voilà, il n'y a rien qui peut leur échapper, quoi. Ça, c'est un super outil aussi que j'ai mis en place et ben voilà, ça véhicule le sérieux encore auprès des artisans. Ça leur montre que, ah ben tiens, l'architecte, elle a pensé à remettre les plans là. Si on ne l'a pas, ben c'est pas grave, il est sur le chantier. Et aux clients, ils se disent, ah ben l'architecte, elle a tout mis en place et voilà, on a toutes les infos sur place sans aller dans le dossier qui est resté coincé au bureau. Ça, c'est super, super outil. J'ai appris beaucoup de choses à cette occasion-là. J'avais déjà fait une formation sur des méthodes commerciales et tout, mais là, ce qui est important dans ta formation, c'est que cette formation commerciale elle est liée à la vente d'un contrat. Donc, c'est très précis. Et donc, très rapidement, on arrive à savoir si on a intégré la formation ou pas. Voilà, on vend le contrat, soit on arrive à installer la confiance et on vend le contrat très vite, ou alors on n'y arrive pas. Et donc, c'est le contrat, quelque part, la vente du contrat est quelque part un exercice pratique, immédiat, pour voir si on a retiré quelque chose de cette formation ou pas. Après, il y a une chose importante à laquelle je suis venue grâce à cette formation, c'est un gros travail à faire sur moi-même en tant qu'architecte pour me vendre et me répéter sans arrêt, mais
je mérite le tarif que je demande. Et pour arriver derrière à convaincre le client, avoir l'aplomb suffisant et disons l'assurance suffisante pour que le client derrière il puisse faire confiance, il puisse avoir confiance en moi. Et c'est tout le nœud du problème. Tant que on fonctionne sur les anciens mécanismes, on est content d'avoir le client et quelque part on a peur de le perdre, on a peur de ne pas pouvoir l'accrocher et quelque part nous-mêmes on doute du montant des honoraires qu'on demande. Eh bien, tout ça, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire que tout ça, ça se tient. Le contrat, la méthode commerciale et le travail sur soi. Alors, la formation juridique et pratique, bien sûr, ça ouvre les yeux sur pas mal d'automatismes qu'on a et auxquels il faut faire attention quand on répond à des mails, comment essayer au maximum d'avoir le plus possible de traces écrites, des échanges avec les clients au cas où. Et c'est vrai que dans la pratique, même sans aller sur des procédures, hein, mais dans la pratique, c'est vachement bien parce que ça permet, en cas d'oubli, souvent les gens, quand il y a un sujet qui les arrange pas trop, en fait, ils l'oublient. Et je me suis aperçue que effectivement, les gens avec qui je pratiquais, les clients avec qui je pratiquais les échanges écrits, avaient moins tendance à oublier, bizarrement. Beaucoup moins que ceux avec qui on fonctionne comme à l'ancienne, sur la confiance, les coups de fil et tout ça. Et donc, j'essaie d'adopter cette méthode systématiquement déjà au niveau de l'écrit. Mais après, oui, intégrer dans sa pratique et dans sa relation au client au quotidien, disons, les précautions juridiques dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait en permanence. Il faut que ça devienne un réflexe. Voilà. Voilà, il ne faut pas y arriver au moment où il y a un problème. Mais en fait, il faut juste que ça devienne un réflexe dès le départ. Après, les gens le prennent bien. Quand on les habitue à fonctionner comme ça, après, il n'y a pas de souci.